So without further ado, I'd like to invite Melanie Dugas to come to speak to you all. Melanie is a family coach, lecturer, and trainer. She also teaches Nancy Doyen's Family Coaching School. Melanie's mission is to make positive contribution to the lives of families, parents, and children of all ages. Her objective is to help you maintain healthy and happy family relationships. With care and expertise, she will assist you in reaching your goals. Melanie began her career as an early childhood educator in a daycare setting before studying education. With her keen interest in the parent-child relationship, she continually furthers her knowledge through professional development activities and training. Melanie has 2 children and understands the challenges parents face when they want to succeed in this role despite the hurdles that crop up along the way. So without further ado, please welcome Melanie Dugas. Bonjour tout le monde. Je veux d'abord prendre le temps de vous remercier de votre indulgence et de votre patience parce qu'il y a un petit conflit par rapport à l'horaire, donc je sais que je suis en retard par rapport à la planification. Puis j'ai une table à l'arrière qui me dit « tu as 15 minutes, on finit à 4 heures ». Donc je vous promets d'être tellement intéressante que vous ne verrez pas le temps passer. Donc, effectivement, je fais partie de l'équipe de formateurs et conférenciers dans l'équipe d'SOS Nancy. Je fais du coaching familial maintenant depuis 9 ans. Je suis d'abord et avant tout une maman de 2 enfants. Donc, un grand qui vient de faire son entrée dans le monde du secondaire qui a 12 ans et ma plus vieille qui a 15 ans qui est maintenant en secondaire 4. Donc, en effet, je comprends le défi des parents, mais je ne prétends pas du tout comprendre la réalité de tout le monde. Je comprends la mienne. J'ose avoir assez d'empathie pour pouvoir me connecter avec les parents puis les gens qui m'entourent. Depuis maintenant 2 ans, je travaille activement avec une de mes collègues, Manon Vicky Gauthier, avec qui on a fondé Ensemble pour les familles. Donc, depuis 2015, on a été appelé pour aller la toute première fois dans la communauté de Kitsisakik, aller offrir des formations aux intervenants de la communauté. En toute humilité, c'était mon premier contact à aller vraiment dans une communauté autochtone. Et ça a été le début pour moi et pour ma collègue d'une belle aventure. Ça a été un coup de foudre instantané et j'ai le bonheur de dire que dans 2 semaines, j'y retourne pour la 11e fois. Depuis, on a commencé à développer des formations en collaboration avec des gens dans différents milieux. Donc, on se promène maintenant partout, puis Ensemble pour les familles, ça veut vraiment un programme pour travailler en collaboration avec les intervenants de la communauté. Donc, sans prétendre, et c'est la même chose pour moi aujourd'hui avec vous, sans prétendre avoir toutes les connaissances, sans prétendre avoir la recette, la formule, ce que nous, on veut, c'est dire, ben, comment qu'on peut travailler ensemble? On a des outils, avec les différentes formations qu'on a, mais notre mission, c'est d'abord et avant tout de prendre le temps de comprendre c'est quoi les valeurs qui nous habitent, c'est quoi les valeurs qui vous habitent comme parents dans la communauté, puis c'est lesquelles que vous voulez transmettre à vos enfants. Parce que je pense que c'est vraiment à partir de ça, vous avez fait un témoignage qui m'a touchée profondément. Puis quand vous avez parlé au tout début, en tout cas quand moi je suis arrivée sur l'importance de la langue, puis votre culture, je trouve que c'est ça qui nous définit comme être humain. C'est comme ça que j'apprends à connaître qui je suis pour savoir où je m'en vais. C'est d'abord par la transmission de notre langue qui va nous ouvrir les portes. Donc voilà. Je trouve que ce que vous avez dit, ça m'a amené tout à l'heure, j'étais assise, puis je me disais, vous savez, moi, je donne des formations, je donne des conférences, je me prépare beaucoup, mais ça n'aura jamais autant d'impact que de parler avec le cœur. Tantôt, je regarde un petit peu mes notes, puis j'ai fait « off ». J'ai envie de vous parler avec le cœur. Donc, on y va. Ça vous convient? Je sais qu'il y a de la traduction simultanée. Je fais vraiment mon gros possible pour ralentir mon débit parce que je suis quelqu'un qui parle très rapidement habituellement. Donc, ne vous gênez pas à me faire des signes si jamais ça va trop vite. On parle de motivation, on parle de réussite scolaire pour les enfants. Et donc, comment est-ce qu'on peut les aider? Présentement, je trouve que nos jeunes, on leur met beaucoup de pression sur beaucoup de choses. On est très exigeant envers eux. Et parfois, malgré toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir, la façon dont on s'y prend nous éloigne peut-être un peu de notre objectif. C'est pas en tapant sur un clou, c'est pas en voulant pousser quelqu'un
à faire quelque chose, nécessairement qu'on va les aider à aller dans ce sens-là. Parfois, ça l'amène l'effet contraire. Maintenant, j'ai la croyance profonde que tout part d'une bonne intention. Malgré parfois des agissements, des comportements, des attitudes qu'on pourrait avoir qui sont peut-être pas les plus aidantes, on les fait pour les bonnes raisons. Il n'y a pas un parent, il n'y a pas un enseignant, il n'y a pas une direction d'école qui se lève le matin en se disant « Comment je pourrais donc faire pour rendre la vie des enfants difficile? » Il n'y a personne qui fait ça. Maintenant, comme maman, je ne me dis pas ça non plus, mais ça ne veut pas dire que ce que je fais parfois peut-être leur rend la vie un peu plus difficile ou les amène à faire l'inverse de ce que je souhaiterais. Donc, aujourd'hui, tout ce que j'ai envie de vous proposer, c'est juste d'avoir l'ouverture, parfois, de se remettre en question sur certaines façons de faire, peut-être qu'on a, puis voir comment est-ce qu'on peut les transformer pour que ça soit plus aidant et utile pour nos jeunes. Vous savez, il y a un grand orthopédagogue au Québec qui s'appelle Germain Duclos, qui fait, pour lui, qui dit « Je fais un lien direct entre la motivation scolaire et l'estime de soi. » Comment amener nos jeunes à vouloir être motivés si, à la base, leur estime personnelle est touchée, est atteinte? Donc, une des belles portes d'entrée, c'est à travailler l'estime de soi. La confiance en soi aussi. Puis, c'est Einstein qui disait « Tout le monde a la capacité d'être un génie. » Mais si on évalue un poisson rouge à sa capacité de grimper dans un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Et là, aujourd'hui, on n'est pas là pour remettre le système scolaire en éducation, mais parfois, j'ai l'impression qu'on oublie que nos enfants, ils sont uniques. Donc, s'ils sont uniques, ça veut dire qu'il faut adapter nos façons de faire, parfois qui fonctionnent avec certains puis qui ne fonctionnent pas avec d'autres. Quand je donne la formation auprès des intervenants, on dit souvent, vous savez, la meilleure des interventions avec un jeune peut être la pire avec un autre. Donc, il faut, nous, continuellement être en train de se remettre en question et se dire, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, un des premiers chemins, on ne se cachera pas, pour amener nos jeunes à être motivés, c'est peut-être d'ouvrir la porte pour essayer de motiver les parents à vouloir s'impliquer davantage. C'est ça que j'entendais dans le message tout à l'heure, ce que vous disiez. Pour que vous vous êtes rendu où est-ce que vous êtes aujourd'hui, c'est en partie, une grande partie en fait, à votre famille. Je dis en partie parce qu'il y a une partie qui vous revient, c'est vous autres qui l'avez fait le boulot. Moi, comme maman, j'ai un grand rôle dans la vie de mes enfants, mais il y a un bout qui leur appartient aussi. Et je ne vais pas leur enlever cette partie-là. Donc, maintenant, comment amener les parents à vouloir s'investir? Comment amener les parents à vouloir s'impliquer dans la vie des enfants? Je pense qu'il y a différentes façons de le faire et il y a différentes définitions aussi à l'implication des parents. Moi, je suis une maman qui était très impliquée, qui l'est encore aujourd'hui, mais j'ai fait partie d'à peu près tous les comités qu'il pouvait avoir à l'école pendant de nombreuses années, pendant que mes enfants étaient au primaire. Même quand ils étaient en garderie, je faisais partie du conseil d'administration. Donc, j'étais actif à travers du milieu. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il faut nécessairement participer à toutes ces activités-là pour qu'on considère qu'un parent s'implique. De nourrir un enfant le matin, c'est de s'impliquer puis de s'investir à ce qu'il aille à l'école le ventre plein puis qu'il soit apte à être capable de faire les apprentissages qu'il a besoin de faire dans la journée. Pour amener les parents à s'impliquer, je trouve qu'une des meilleures façons de faire, c'est d'abord poser la question aux parents de quoi ils ont besoin. Parce que je trouve que souvent, on prend beaucoup de décisions à leur nom, mais on oublie qu'il faudrait qu'on les implique dans le processus. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent peut-être pas à l'école? À des rencontres, à des activités. En février dernier, Manon et moi, on était à Pacoashipi. Et c'était le thème en partie de notre séjour là-bas. L'école nous avait demandé de venir sous le thème de l'implication parentale, puis ils nous demandaient comment on peut les amener, les parents, à vouloir s'investir à l'école pour les jeunes. Donc, il y a une soirée, on a fait pas une conférence, on a fait un atelier, plus sous forme de cercle d'échange. Et ce qu'on a demandé aux parents, c'est, OK, votre école de rêve pour vos jeunes, elle ressemblerait à quoi? On met toutes les barrières de côté. Et là, de là est sorti plusieurs belles idées. Maintenant, il y a des contraintes dans le système scolaire, puis il faut en tenir compte. Mais comment est-ce qu'on pouvait partir de ces idées-là pour essayer d'arrimer, ne serait-ce qu'un petit peu, le fait de vouloir impliquer les parents?
Il y avait, entre autres, qui est ressorti, des fois de modifier l'horaire de certaines activités pour les parents. Il y avait d'inviter les parents, que l'école ouvre les portes pour que les parents puissent venir faire des ateliers, justement sur la culture, en lien avec leur culture. Faire de la transmission de connaissances, faire la transmission de différents apprentissages avec les jeunes. Il y a une coucoume, parce que nous, on cherche beaucoup quand on se promène dans les communautés à vouloir impliquer les aînés. On pense que c'est une méchante belle porte de transmission d'informations, de transmission de connaissances, de transmission de savoir, de transmission d'être, qui sont importants. Donc, on fait souvent des soirées avec où est-ce qu'on part de contes, où est-ce qu'on part d'histoires animées avec les aînés. Et une des cocoones qui était là nous a dit, moi, j'aimerais bien qu'on mette tente dans la cour de l'école pour que quand il y a un jeune qui fait une crise, nous, on puisse être là pour l'accueillir puis l'aider. Plutôt que le punir, lui donner des devoirs supplémentaires, de le mettre en retrait. Puis je me suis dit, ben ça, c'est le genre de choses que je pense que ça serait réaliste d'essayer d'implanter. Donc, pour impliquer les parents dans le cheminement scolaire, il faut aussi s'intéresser aux parents. Donc, ici, c'est écrit. L'importance de l'implication des parents dans le cheminement scolaire va avoir un impact sur les résultats, la motivation, la curiosité, le sens de l'effort et la baisse de décrochage scolaire. Donc, ça dit que ça vaut vraiment la peine de s'investir. Et moi, dans la liste, ce qui n'est pas mis là, qui est le plus important, c'est d'être heureux. Parce qu'au-delà d'avoir des bonnes notes à l'école, pour moi, ce que je veux, c'est que mes 2 enfants soient heureux dans la vie. Qu'il y ait 65 de moyenne ou qu'il y en ait 98. À chaque fois que mes enfants arrivent, et là, il y en a un qui s'en vient, un bulletin, à toutes les fois que mes enfants arrivent, là, ils connaissent le processus. Mais les premières années, quand ils rentraient dans la porte, « Maman, j'ai mon bulletin! » Je dis, « Ah oui, tu as ton bulletin! » Je me souviens de mon fils qui a dit, « J'ai eu un 100! » Les yeux grands de même. J'étais contente pour lui. Mais la question que je lui ai posée, j'ai dit, « Moi, je ne veux pas voir tes notes. Ce que je veux d'abord et avant tout savoir, c'est, est-ce que ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe-là reflète les efforts que tu as mis? » Il dit oui. Alors moi, je peux juste être fière de toi. Tout ce que je peux te demander, c'est de donner le maximum de qui tu es. Donc, si tu as travaillé fort, mais que tu as eu 62, maman, elle est hyper fière de toi. Et si tu as travaillé fort et tu as eu 98, je suis très fière de toi aussi, mais je ne serai pas plus fière de qui tu es. Quand je parle de bonnes intentions, mais des fois, là où on peut faire attention, présentement, on a des jeunes qui sont en train de faire des tests d'admission ou des sélections pour le secondaire. Donc, tous les élèves en 6e année sont en train de faire des choix là, présentement. Il y a eu des épreuves qui se sont faites récemment ou qui vont se faire. Ce qui veut dire que dans pas longtemps, sur Facebook, on va voir apparaître « Je suis tellement fière, mon jeune a été accepté dans telle école. Je suis tellement fière, il a été admis dans un programme contingenté. » Puis à chaque fois que je vois ça, je lis ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur parce que je me questionne si cet enfant-là, pour n'importe quelle raison, n'avait pas été accepté à l'école de son choix. Est-ce que comme parent, je serais moins fière de lui? Puis ma réponse, elle est non. Mon fils a fait une demande d'admission dans une école à vocation sportive. Puis ça a été une des choses qu'il me demandait. « Maman, si je suis acceptée, vas-tu être fière de moi? » Puis j'ai regardé, puis j'ai dit non. Vous pourrez comprendre qu'il m'a demandé pourquoi. Puis j'ai dit, maman ne sera pas plus fière de toi. Je vais être contente pour toi, par exemple. Je vais être contente parce que je sais c'est ce que tu veux. Mais maintenant, si jamais tu n'es pas accepté, je vais être triste pour toi, mais je ne serai pas moins fière de toi. Parce que moi, la fierté que j'ai à ton égard, elle n'a rien à voir avec tes résultats. Elle est en lien avec ce que tu portes ici. Avec toi, tu es qui? Donc, ce n'est pas tes réussites, c'est toi comme personne. Puis je trouve que des fois, il faut juste faire attention parce que quand on envoie un message à un, je suis fière de toi parce que tu as réussi, nos autres qui ne l'ont peut-être pas réussi, ce qui enregistre, c'est j'ai pas réussi, donc moi, peut-être qu'elle n'est pas fière de moi.
Et les enfants, particulièrement en bas âge, 0 et 6 ans, n'ont pas la capacité de faire ces nuances-là. Ils n'ont pas la capacité encore de faire le lien que peut-être que maman ou papa est fier de mon grand frère ou de ma grande sœur parce qu'il voulait vraiment, il a travaillé puis il a réussi. Ce qu'il entend, c'est il a réussi, il est fier de moi. Donc, par ricochet, comme il pense en noir et blanc, c'est si je n'ai pas réussi, on n'est pas fier de moi. Et malheureusement, ça commence à mettre beaucoup de pression sur certains enfants. Donc, allons voir quelques attitudes qu'on peut avoir qui peuvent favoriser ou pas la motivation scolaire chez nos jeunes. Je vous invite à prendre 10 secondes et à y penser à un patron, un enseignant, ça peut être un membre de la famille qui, pour vous, c'est pas quelqu'un qui est un bon leader. Quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup aimé ou qu'on n'a pas beaucoup apprécié. Prenez juste 10 secondes pour vous demander qu'est-ce qu'elle faisait, cette personne-là. Quel genre d'attitude elle avait? Quel genre de comportement elle avait? Caractéristiques, généralement, j'aime pas le mot mauvais prof, là. Fait qu'on va dire d'un moyen prof ou employeur. Généralement, si on voyait la photo, là, c'est dur. C'est pas quelqu'un qui nécessairement nous disait bravo, nous félicitait. C'est peut-être pas quelqu'un qui vous encourageait. C'est probablement pas quelqu'un qui vous donnait un sentiment de réussite et de fierté. À l'inverse maintenant, pensez à un enseignant, un patron que vous avez eu ou que vous avez présentement, que vous aimez particulièrement. C'est quoi les comportements et les attitudes qu'elle a? Généralement, quand on pense, pour moi, un bon leader, ça va être quelqu'un qui est motivant, ça va être quelqu'un de dynamique, parce que si vous avez quelqu'un qui vous parle toujours sur le même ton comme ça risque de vous endormir. Et je vous promets que si je vous parle comme ça pour le reste du temps que j'ai avec vous, je vais en avoir quelques-uns qui vont ronfler. Donc, ça demande la motivation, ça demande du dynamisme. C'est quelqu'un qui sait reconnaître les forces chez les autres et qui va les utiliser. Donc, généralement, un bon leader, c'est pas quelqu'un qui cherche à contrôler, c'est quelqu'un qui cherche à encourager, qui va se servir des gens autour de lui. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est aussi capable de se remettre en question puis de reconnaître ses erreurs et avoir l'humilité de les reconnaître et de les admettre aux autres. Un bon leader, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui non seulement reconnaît les forces chez les autres et les utilise, mais est capable de céder sa place aux besoins quand il reconnaît que quelqu'un a des forces peut-être dans les lacunes que lui peut avoir. Donc, pour nos jeunes, si on adopte ces caractéristiques-là, on risque de leur donner le goût de vouloir nous suivre. Parce que s'il est capable de ressentir que je reconnais son potentiel, que je suis capable de recevoir ses critiques sans être ébranlé s'il me met au défi, je pense particulièrement des parents d'adolescents, parce que nos adolescents, souvent, ils ont des opinions, surtout même quand on ne leur demande pas. Donc, si je ne me sens pas ébranlée lorsqu'ils nous mettent au défi, vous savez, quand je dis ça, je pense à un des plus beaux compliments que j'ai reçu de la part d'un des enseignants lors d'une rencontre de profs. C'était lorsque ma fille était en secondaire 2. Lia, c'est une enfant qui a été généralement à peu près aimée de tous ses enseignants, de toutes ses éducatrices qu'elle a eues. À chacune de nos rencontres, on se faisait dire comme parents, hey, si on pouvait en avoir 20 comme elle dans la classe, ça serait un charme. Je ne cacherai pas qu'au début, c'était le fun d'entendre. Mais comme toute bonne chose, des fois, à force d'être dans l'extrême, des fois, ça apporte une espèce d'effet inverse. Je vais vous expliquer ça par après. Donc, je reviens à ma rencontre. J'ai dit secondaire 2, c'est pas vrai, c'est secondaire 1. Je viens à la rencontre de prof et lui, quand on s'assoit, on se présente, bonjour, on est les parents de Lia. Ce qu'il nous dit, c'est
Ah, les parents de Lia! Vous, votre fille, elle me met au défi. Elle vous met au défi. Il dit, votre fille, elle ne prend pas pour acquis tout ce que je dis. Elle me challenge des fois, mais de façon très respectueuse. Donc, je vais dire quelque chose, il dit, elle lève la main. Ah, mais moi, j'ai entendu dire que c'était peut-être pas ça. Ou je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Et lui, plutôt que peut-être se sentir confronté, il a nourri puis il a valorisé ça. Ça, pour moi, ça fait partie des bons leaders. Parce que si je me sentais ébranlée, probablement qu'il serait tombé dans « Hey, c'est moi l'adulte, c'est moi le prof », et ça ne l'aurait pas passé. Quand je vous dis l'effet des fois un peu malsain des compliments à répétition, Lia en secondaire 1, elle a reçu en fin d'année le Méritas du coup de cœur des enseignants. Donc, il y avait un gala Méritas à la fin de l'année et il y avait une catégorie qui était le coup de cœur. Ça voulait dire que les enseignants de secondaire 1, à l'unanimité, avaient voté pour elle. Encore une fois, c'était le fun, elle était super contente. Mais en même temps, ça lui a mis une méchante pression. Depuis plusieurs années, elle a entendu « On en prendrait plein comme toi. T'es tellement fine. T'es tellement fine. T'es tellement fine. » Que ça l'a nourri aussi une pression que je dois être fine. Et en secondaire 2, quand elle est tombée sur une enseignante qui peut-être ne la mettait pas sur un piédestal comme les autres l'avaient fait, ça a été extrêmement difficile pour elle. L'automne de secondaire 2 a été lourd à la maison. Lia pleurait beaucoup parce qu'elle avait l'impression que sa prof ne l'aimait pas. Et à la rigueur, on s'en fout si c'était vrai ou pas. C'est sa perception à elle. Donc, on va entendre des jeunes ne pas vouloir aller à l'école ou des jeunes qui vont dire « Mon prof m'aime pas ». Et parce qu'on a des bonnes intentions, on tombe dans « Ben voyons, c'est pas vrai. Tu te trompes. C'est pas ça. » Généralement, quand on confronte, plutôt que d'amener l'enfant à se remettre en question, ça l'amène des fois à la confrontation. Parce que quand je lui dis c'est pas vrai ce que tu penses, quand je lui dis c'est pas vrai comment tu te sens, que ta perception est fausse, tout son inconscient va l'amener à vouloir vous prouver que c'est vous qui avez tort. Donc, dans les stratégies qu'on va voir, moi j'aime bien, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qui te fait croire que ta prof t'aime pas? Et là, on vient d'ouvrir et on va avoir accès à son monde à lui. Et c'est là qu'on va pouvoir les amener à peut-être tranquillement changer leur perception. Donc, vous savez, dans la vie, c'est pas tant de savoir qui a tort ou qui a raison, mais c'est de tenir compte des perceptions de chacun. C'est ça qui va nous faire avancer. Donc, les attitudes qui nuisent à la motivation. Autant l'équipe école que les parents, une attitude de général. Si on est toujours sur le dos de nos enfants à surveiller ce qu'ils font, à être derrière eux, à faire, dire, je dis souvent, si je suis derrière mon enfant tout le temps pour relever chacune de ses petites erreurs, chacune des petites gaffes qu'il peut faire, comment penser que ça va lui donner le goût? Et en passant, une autre de mes croyances, c'est, pour moi, une gaffe, c'est pas grave. C'est une situation d'apprentissage. J'ai quelque chose à apprendre de ça. Donc, les critiques et les reproches répétés. Si je vous demandais, imaginez que votre conjoint ou votre conjointe, puis peut-être que ça se passe déjà pour certains, mais passez leur temps à soulever chacune de vos petites erreurs que vous faites. Moi, si mon chum, qui est à la maison, se dit, je ne sais pas, tiens, je vais passer l'aspirateur. Moi, mon conjoint, il a un déficit d'attention, ce qui fait qu'il a beaucoup de bonnes intentions à commencer des projets, mais malheureusement, il ne les finit pas. Donc, il veut passer l'aspirateur, il débute, il va passer l'aspirateur partout, mais étrangement, l'aspirateur reste au milieu du salon. Il va aller, je ne le sais pas, il a l'intention d'aller laver quelque chose dans la maison, il le fait, il va laver les fenêtres. Super, moi je suis contente. Mais la guenille puis les produits restent là où il a terminé. Il n'y a pas encore des petites jambes pour retourner tout seul dans l'armoire. Donc, imaginez, c'est à toutes les fois que mon conjoint faisait ça, j'arrive par en arrière, je fais « Voyons Alex, pas compliqué là,
C'est quoi, tu penses qu'il n'y a rien que moi qui ramasse dans la maison? L'aspirateur, tu le prends puis tu le mets dans l'entrée où est-ce que ça va? Puis j'arrive le lendemain. Alexandre, encore, tu demandes aux enfants de ranger puis tu ne ranges pas, toi. Bravo, bel exemple. Et que c'est comme ça journée après journée. Quelle partie de lui va faire « Oh, c'est vrai qu'elle a raison, hein? » Il risque de se dire « Tabarouette qu'elle est fatigante. » Puis il va avoir raison, parce que je le suis fatigante si je fais ça. Puis, est-ce que vous pensez que ça va lui donner le goût de reprendre l'aspirateur puis de la passer une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième? Ou il risque de se dire, ben, elle n'est pas contente qu'elle la passe, elle. Elle n'est jamais satisfaite. Fait que si c'est comme ça pour nous, c'est comme ça pour nos enfants aussi. Si quand mon enfant arrive de l'école, ce que je fais, c'est, ben voyons, c'est ça le résultat que tu as. T'es pas forcé? Ou quand il réussit, je lui dis, bon, tu vois, quand tu te forces, tu es capable? C'est pas un compliment, ça. Si, quand il trouve ça difficile, je minimise en disant, ben voyons, c'est pas compliqué. Quand je dis, ben voyons, c'est pas compliqué, le message qui enregistre, c'est, ben c'est ça, je suis niaiseux. Je l'ai pas compris. Et le danger de ça, c'est qu'il risque de faire une association négative. L'école, ou mes devoirs et mes leçons, me met dans une situation qui n'est pas le fun. Donc, l'association, à force d'avoir une espèce de sentiment d'incompétence, c'est que c'est désagréable. Qu'est-ce qu'on fait quand une situation qui est désagréable? On cherche à la fuir. Donc, le danger, à très court terme, ça va être comme quand je parle de l'école ou si c'est à l'école et à la maison, je me fais critiquer, je me fais faire des reproches. Quand j'essaie de faire mes devoirs et leçons, on me tombe sur la tomate aussi. Ou je trouve ça trop difficile puis je vis plein d'échecs. Ben, l'être humain cherche à se protéger. Mon ego va vouloir faire en sorte que je fuis cette situation-là parce qu'elle n'est pas le fun. Et là, on commence à créer la distance entre l'école, c'est pas agréable. Et là, ben, on risque de se retrouver avec plusieurs jeunes qui vont décrocher. Ça m'amène à les systèmes de motivation. Il y en a ici qui travaillent dans les écoles? Oui? OK. Je m'adresse plutôt à vous autres. Mais les parents, ça peut être bon aussi si jamais vous les utilisez à la maison. Les fameux systèmes de renforcement positif. Ces systèmes-là, à la base, on les appelle des systèmes de motivation. Si on veut qu'ils soient des systèmes de motivation, il faut s'assurer qu'ils soient motivants. Parfois, malheureusement, la façon qu'on les utilise fait tout le contraire. Je trouve que dans certains cas, les systèmes de motivation, de renforcement, amènent nos enfants à se promener toute la journée avec leur petit tableau d'incompétence à la vue, à ce que tout le monde puisse le voir. On amène ça dans le monde des adultes, ça serait l'équivalent que je vous donne tous un petit tableau à porter dans le cou aujourd'hui, sur lequel ça va être écrit le tableau de la bonne blonde ou le tableau du bon chum. Et à toutes les fois que vous allez avoir un comportement de bonne blonde ou de bon chum, on va vous coter. Ah, tu m'as souri ce matin à ton réveil. T'as une étoile. Ah, t'as pas chialé quand j'ai pas serré l'aspirateur. Je te mets une étoile. Oh, comment ça, t'as été bête tantôt quand je t'ai dit quelque chose? Non, ça tu l'as pas. Puis à la fin de la semaine, si tu as 10 étoiles, tu vas avoir une récompense. Ça vous motive, vous autres? Maintenant, ça dépend des caractères. Moi, le mien risque d'amener l'inverse. Ah ouais? Bien, pour certains enfants, c'est ça. On les cote continuellement sur leur comportement. Et en les cotant sur leur comportement, c'est là que je parle qu'on est exigeant parce qu'ils doivent se réveiller le matin à l'heure selon le système dans lequel on est. Donc, ils doivent se réveiller parfois au moment exigé par les adultes. Ils doivent idéalement se réveiller dans la bonne humeur. Parce qu'ils se réveillent en bougonnant, ça ne part pas une bonne journée.
faut qu'il soit autonome et responsable. Donc, il faut qu'il connaisse ses tâches puis qu'il les fasse. Donc, qu'il s'habille à l'heure demandée, qu'il soit gentil avec son frère ou sa sœur, qu'il parle de façon respectueuse à la maison, qu'il sait exactement où il a mis ses mitaines la veille pour être capable de les reprendre le lendemain, qu'il a tout dans son sac d'école qu'il a besoin pour se rendre à l'école. Et là, arrive à l'école, ça recommence. Tu te retrouves dans une classe avec des gens que tu n'as pas choisis, mais avec qui tu dois être tolérant. On te demande d'être gentil. On te demande d'être poli. On te demande de partager. On te demande de bien gérer tes émotions. On te demande de bien exprimer. Et on te demande d'être bon dans à peu près toutes les matières avec tout le monde tout le temps. Après ça, on revient à la maison. C'est beaucoup pour les enfants. C'est beaucoup pour nous comme adultes si on se mettait tout ça aussi sur les épaules. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rien faire de tout ça, mais c'est l'attitude avec laquelle on va la faire qui va faire une grande différence. Ce qui fait une grande distinction entre un bon leader et peut-être un moins bon, c'est l'attitude avec laquelle on fait les choses. C'est pas tant ce que je fais puis ce que je dis. C'est comment je le fais puis comment je le dis. Parce que si je reprends l'aspirateur que mon chum laisse toujours traîner dans l'entrée ou dans le salon, ou peu importe, là où il a terminé, c'est pas que je lui demande de la serrer qui est le problème, c'est la façon avec laquelle je la fais. Donc, si je reviens au système de renforcement, si on veut que ça soit intéressant pour nos jeunes, ben, il faut les utiliser et s'assurer que chacun puisse réussir. Il y a certains enfants qu'on va avoir besoin de les évaluer plusieurs fois dans la journée. Parce que si déjà mon billet rouge ou mon carton rouge ou mon point ou mon crochet à 10 heures le matin, puis que je n'ai pas la possibilité de me reprendre dans la journée, ça aussi, c'est décourageant. Puis si c'est moindrement un élève qui a une personnalité un peu plus forte, ça se pourrait qu'ils se disent, ben, j'ai plus rien à perdre. Et là, on va passer un mauvais quart d'heure. Idéalement aussi, c'est peut-être pas à l'affiche, à la vue devant tout le monde. Parce qu'on finit par voir lesquels avancent puis qui sont toujours en réussite, puis on voit toujours celui ou celle qui est le petit dernier en arrière. Alors, entre eux, les enfants vont aussi s'étiqueter. Ah, on sait bien, hein, Justin. Justin est encore en arrière. À votre avis, Justin, ça l'aide à vouloir avancer? Peut-être pas. À la maison aussi, attention à ne pas non plus faire « Voyons, tu pourrais bien être comme ton frère ou ta sœur. » Si on part du principe que chaque enfant est unique, ben il faut les comparer à eux-mêmes. Attention aussi à ne pas donner une attitude de vouloir se débarrasser du travail. Donc là, quand on parlait des choses que les parents peuvent faire, si je ne suis pas disponible pour aller à l'école, en passant, quand je m'implique à l'école, un des messages que j'envoie à mon enfant, ne serait-ce que d'aller un matin le reconduire à l'école, ne serait-ce que d'aller à une rencontre pendant l'année ou de demander à l'enseignant si est-ce que vous pouvez participer ou venir animer quelque chose dans l'année scolaire. Le message, merci. Le message que je lui envoie, c'est « T'es tellement important pour moi, ça m'intéresse ce que tu fais là-bas. Ton éducation est tellement importante pour moi, je veux être là moi aussi. » C'est ça le message qu'on leur envoie. Alors, quand j'ai une attitude de s'il est à la maison puis il fait des devoirs ou des leçons, puis que je porte pas beaucoup d'attention, ben ça peut donner aussi cette impression-là. Mais attention, je suis parfaitement consciente que parfois, nos capacités académiques ne sont pas les mêmes que nos jeunes. Ma fille est présentement en mathématiques. C'est loin mes mathématiques de secondaire 4. Même si j'étais très bonne. C'était une de mes meilleures matières. Mais aujourd'hui, je ne me souviens plus de rien. Je ne m'en sers pas de tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas le chemin que j'ai choisi. Et non seulement ça, ce que j'ai appris quand j'étais jeune et ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui, ce n'est pas non plus la même chose. Il y a des temps de verbes qui sont apparus qui n'existaient pas. Je voyais des faces en arrière qui font ça. Oui, il y a des temps de verbes qui n'existaient pas qui sont apparus. Donc, je ne suis pas capable tout le temps de les aider. Mais je peux les écouter, par exemple. Je peux juste être assis à côté et avoir de l'empathie à faire « Ouais, c'est pas facile, hein? » Fait que ça aussi, c'est de l'implication. Au lieu de dire « Tabarouette qui sont exigeants. »
Mon Dieu, qui t'en donne beaucoup. Parce que quand je dis ce genre de choses-là, au niveau de la motivation, si moi, comme parent, je critique les choix de l'école devant mon jeune, ce que je risque de faire pour lui, c'est aussi une association négative par rapport à l'école. Et c'est sûr que ça va être teinté parfois de nos expériences personnelles. Donc, parfois, c'est juste de faire attention à ce qu'on dit devant eux en lien avec l'école. En même temps, en revanche, les surprotéger puis éviter qu'ils fassent des erreurs, c'est pas mieux non plus. D'éviter, je pense à une amie à moi, elle est orthopédagogue de formation, elle travaille dans le domaine scolaire. Un de ses garçons a des difficultés et elle veut tellement qu'il réussisse qu'elle est plus motivée que lui. Ce qui fait qu'elle rame 2 fois plus fort. Et le message qu'elle a compris, c'est « ben maman rame, j'ai pas besoin de ramer ». Tellement qu'il y a une journée qui est revenue de la maison en secondaire 4 avec un devoir qu'il devait faire. En fait, c'est un exposé oral. Puis il fallait qu'il fasse un plan avant. Et c'est revenu à la maison avec l'écriture de l'enseignante qui était écrit « Bravo maman, bon travail ». Quand on s'est parlé, elle a fait « Ouais, je pense que j'en fais trop ». Je dis ouais, « Peut-être que oui ». Donc, malgré les bonnes intentions, elle est en train de lui nuire. Quand on se surprotège aussi, souvent, c'est parce qu'on n'aime pas ça voir nos enfants en difficulté. On n'aime pas ça voir nos jeunes avoir de la peine, avoir honte, avoir des émotions peut-être un peu moins le fun. Donc, quand on fait ça, on pense qu'on leur enlève cette difficulté-là. Mais quand je leur enlève cette difficulté-là ou ce malaise-là, c'est pas souvent pour eux que je le fais. Je le fais pour m'empêcher, moi, de vivre du malaise face à ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que moi, j'aime pas les voir être en peine. Moi, j'aime pas les voir avoir de la honte. Mais quand je fais ça, je leur empêche, eux, de développer leurs ailes, de trouver leur chemin pour être capable d'y arriver. Si je vis pas de petits échecs ou de petits défis quand je suis jeune, si je ne vis pas la tolérance ou j'apprends pas à gérer la frustration face à un non quand j'ai 3, 4 ou 5 ans, à quoi ça va ressembler quand je vais en avoir 15, 16 ou 17? Parce que les gens me diront pas toujours oui. Les gens feront pas toujours ce qu'ils ont besoin de faire pour que je sois bien. Donc, si je fais toutes les choses à leur place jeune, je leur empêche de développer leurs ailes. Vous savez, Nancy, avec qui je travaille, elle part une formation, une autre formation, puis elle raconte l'histoire d'un petit garçon qui était parti jouer dehors, qui avait à peu près 6 ans. Ce petit garçon était parti jouer dehors, souvent dit parce que le Wi-Fi était à terre. Donc, comme le Wi-Fi n'existait pas, oui, il ne fonctionnait pas, il est parti jouer dehors. Et il a vu qu'il y avait un cocon dans lequel un papillon était en train d'essayer de sortir. Puis le petit garçon, il voyait le papillon travailler fort. Donc, il l'a pris dans sa main, puis il a commencé à ouvrir le cocon pour permettre au papillon de sortir plus rapidement. Le papillon est sorti, il a pris son envol, puis il a fait puis il est tombé par terre. Et la chute l'a malheureusement tué. Le petit garçon pleure, rentre dans la maison avec le petit papillon mort dans ses mains. « Papa, le papillon, il est mort! » Et papa y arrive, puis il lui demande de raconter ce qui s'est passé. Quand le petit garçon a eu terminé de le raconter, son père, ce qu'il lui dit, c'est « Tu sais, mon fils, tu voulais tellement bien faire parce que tu voulais l'aider. Le problème, c'est en faisant à sa place, en empêchant au papillon de sortir par lui-même de son cocon, de sa chrysalide, tu lui as empêché de développer toutes les forces nécessaires que ses ailes avaient besoin pour être capable de voler pendant des kilomètres. Donc, malgré toutes nos bonnes intentions, parfois comme parents, on est en train d'ouvrir leur cocon. Quand on fait à leur place, on les empêche de développer toute la force qu'ils ont besoin
toute la résilience qu'ils vont avoir besoin pour faire affronter certains défis dans la vie. Mais on reste à côté, par exemple. On les soutient, on les accompagne, on les encourage, on les écoute, mais pas avec la tête. On les écoute avec le cœur. Et ça permet d'avancer. Chacun des petites difficultés, quand je passe par-dessus, nourrit mon estime personnelle qui vient automatiquement nourrir ma motivation de façon générale dans la vie et donc pouvoir la transférer du côté scolaire. Dans les attitudes qui favorisent la motivation, évidemment, la reconnaissance et la valorisation des bons coups. Mais j'ai envie de dire, reconnaître les bons coups, reconnaître les efforts, oui. Reconnaître le travail que l'enfant fait selon ses capacités à lui. D'être disponible puis de prendre le temps d'être vraiment là. Je ne sais pas si vous avez vu circuler sur Facebook, ça fait un certain temps qu'elle se promène. C'est un enseignant qui, le matin, accueille les élèves de la classe. Ils sont tous dans le corridor, puis un à un, il fait une petite danse avec chacun d'entre eux. Ça prend à peu près, la vidéo dure à peu près 8 minutes. Donc, c'est le temps que ça lui prend pour saluer tous ses élèves. On va dire qu'il a pris du temps de préparation parce qu'il a fallu qu'il mémorise chacune des petites danses parce que pour chaque enfant, c'est différent. À votre avis, c'est quoi le genre de relation qu'il a avec ses élèves, lui, comme enseignant? Le temps qu'il prend, qui est à peu près l'équivalent de 30 secondes, peut-être une minute par enfant, ce qu'il est en train de leur dire à chacun d'entre eux, c'est « Tu comptes pour moi. Tu es tellement important que je prends du temps pour t'accueillir toi individuellement. » Ce 10 minutes-là doit lui permettre de sauver des heures de gestion dans sa classe par année. Donc, que ça soit à l'école ou à la maison, on n'a pas besoin de faire des danses avec tout le monde, mais ne serait-ce que de prendre le temps de s'arrêter, puis de s'asseoir 2 minutes, puis pas être en train de questionner. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? T'es-tu bien comporté? As-tu une bonne note dans ton examen? As-tu un beau mot dans ton agenda ou j'ai encore une note qui est en train de me dire que tu n'as pas fait les bonnes choses à l'école? Mais prendre le temps de s'intéresser à lui. Toi, comment tu vas aujourd'hui? C'était quoi ta chose préférée aujourd'hui à l'école? De le regarder avec plein d'amour dans les yeux puis lui dire « Je t'ai-tu dit aujourd'hui que tu comptes pour moi? Je t'ai-tu dit à quel point je t'aime? » Puis pas que ça soit juste un bravo pendant que je suis en train de faire plein d'autres choses. Je vous mets au défi. 30 jours. 30 jours à tous les jours, de prendre le temps de nommer 2 choses que vous aimez de vos enfants, si c'est possible même de faire un petit tableau puis les mettre dessus. Je vous promets qu'au bout de 30 jours à faire ça, vous risquez de voir un changement dans l'énergie à la maison. Comme être humain, on est drôlement fait. On se rappelle très rapidement des mauvaises choses qui se sont passées. Mon chum peut arriver du travail, puis je dis, puis comment était ta journée? Il va faire, ah, ça a été l'enfer. Puis là, quand il commence à me raconter sa journée, ben, il y a eu 15 minutes où ça s'est mal passé. Le reste de la journée, ça a été correct, mais toute sa journée a été basée sur ce 15 minutes-là qui a mal été. Pourquoi qu'il ne me dirait pas? Ouais, j'ai eu une bonne journée. Wow, j'ai eu un petit moment en poche, mais j'ai eu une bonne journée. Ça ferait une méchante différence. Donc, ce défi-là que je vous propose de faire, ce qui est le fun, c'est que plus je porte mon attention sur le beau et le bon, plus je commence à en voir partout autour de moi. Plus ça devient facile. Et vous risquez de voir un changement chez vos enfants aussi. Et à partir de 5 ans, on peut commencer à leur demander à eux autres aussi. Toi, nomme-moi donc une chose que tu as aimée de toi aujourd'hui. Ou une chose que tu as aimée dans ta journée. Puis des fois, on a vraiment des mauvaises journées. Fait au pire, demandez-leur ou posez-vous la question, qu'est-ce qui a été moins pire aujourd'hui? Il y a quand même eu 2 secondes qui a été moins pire qu'un autre. Alors, focussez là-dessus. Et vous allez voir, ça va changer toute la dynamique. Pardon.
échanger de point de vue puis demander leur opinion. Quand je dis de vous intéresser à eux, s'intéresser à lui, s'intéresser à qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, son avis, son opinion sur différentes choses et de ne pas les juger. Des fois, ils ont des avis bien contraires aux nôtres. Puis ils ont parfois des drôles d'idées. Mais plutôt que de les taire, intéressez-vous à eux. Puis un qui n'est pas dans cette liste-là que j'ai envie de vous proposer, c'est parler de vous. Nos enfants vont à l'école, puis souvent on commence à leur poser beaucoup de questions, mais une des meilleures façons d'ouvrir la communication avec l'autre, c'est de s'ouvrir nous, comme vous avez fait tout à l'heure. Donc, de partager. Et nos enfants, ils ne connectent pas avec la tête, ils connectent avec le cœur. Donc, à toutes les fois que je leur donne des marques d'affection, que je leur dis un bravo, que je veux nommer quelque chose de le fun pour eux, prenez le temps de descendre ici, d'arrêter ce que je suis en train de faire pour prendre 10 secondes, puis de connecter avec lui, puis lui dire. Mais trop souvent, des fois à cause du rythme de vie effréné, on dit des bravos, des merci rapidement avec la tête. Mais laquelle des émotions nous amène généralement ici dans notre ressenti? La colère puis la frustration. Ce qui fait qu'on va voir certains enfants avoir des troubles de comportement, connecter davantage avec l'adulte quand il est en colère. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il le sent honnête. Parce que quand l'adulte lui dit des félicitations, il ne sent pas vrai. Il sent que c'est faux. Alors faites l'inverse. Quand j'ai besoin de peut-être faire des petites critiques ou le reprendre sur quelque chose, d'appliquer des conséquences, montez en haut de façon un peu plus détachée, plus froide. Je ne sais pas, moi, il vous dit il s'est mal comporté en classe aujourd'hui. Ah oui? OK. Il s'est passé quoi? Il nous le raconte. OK. Tu comptes faire quoi maintenant? On regarde ensemble. Il va se passer quoi à partir de maintenant? On regarde ensemble, c'est terminé. Plus tard dans la journée, je descends dans le cœur. Je lui dis que je l'aime, même s'il y a eu une mauvaise journée et qu'il y a eu un mauvais comportement. Ça ne change pas qui il est. Je lui dis les marques d'affection. Je lui laisse une petite note. Et là, j'y vais avec le cœur. Et ça aussi, ça va faire toute la différence. Laissez l'enfant être responsable de ce qu'il est capable de faire seul. J'ai envie de parler un petit peu des petites tâches qu'on peut leur donner aux enfants. Et je trouve ça important de les impliquer. Je laisse tomber l'école, de les impliquer à la maison. Parce que pour amener mon jeune à être autonome, responsable et motivé à l'école, il faut que je l'amène à être autonome, responsable et motivé aussi à la maison. Ça commence là. J'ai travaillé avec un jeune garçon de 15 ans. La maman m'a appelé pour travailler avec lui, justement pour la motivation scolaire. Mathieu est en échec en secondaire 4 en 4 matières, pas parce qu'il y avait des problèmes ou des difficultés académiques, parce qu'il ne faisait pas ses devoirs et ses leçons. Il ne remettait rien. Puis quand je l'ai rencontré, ce jeune-là, c'était pour moi un enfant éteint. Il n'y avait rien. Je lui posais des questions, puis bon, en bon adolescent, là, excusez, j'ai fait tomber mon micro. Mais en bon adolescent, assis à la table, c'est pas rien. Peu importe ce que je lui demandais, j'avais beau changer de sujet puis m'en aller sur ses intérêts, j'avais pas de porte d'accès. Et à un moment donné, j'ai regardé Mathieu puis je lui ai demandé, OK Mathieu, toi à la maison, parle-moi donc de les tâches que tu as à faire. Fait tâches. Ben, est-ce que tu contribues à la maison? Est-ce que tu aides tes parents? Est-ce que. Non. Et je demande à maman, je dis, Mathieu, est-ce que vous lui demandez quelque chose par rapport à Mathieu? Avez-vous des exigences à la maison? Est-ce qu'il doit faire des trucs? Elle dit, ben, Mathieu, il joue au hockey. Fait que ce que je lui demande, c'est d'apporter sa poche de hockey à la salle de lavage. Parce que sinon, ça pue. Fait qu'elle dit, pour que je puisse laver son linge. OK? Et quoi d'autre? Il a quand même 15 ans. Et ce qu'elle me dit, c'est, ben, c'est tout. Et est-ce que Mathieu apporte sa poche de hockey
À chaque fois, elle dit non. Est-ce que son linge se fait laver quand même? Oui. Donc là, on a un jeune de 15 ans à qui on ne demande absolument rien à la maison, qui n'a pas de responsabilité. Ça serait un peu utopique de penser qu'il va être responsable à l'école. Quand je lui demande de contribuer à la maison, ce que je lui envoie aussi comme message, c'est ben, tu fais partie de notre petite communauté familiale et tu contribues à ton bien-être et tu contribues au bien-être des autres. Et ça aussi, ça nourrit l'estime de soi. Quand je lui demande de participer à puis je lui donne des responsabilités, ça veut dire que je lui dis, je te fais suffisamment confiance pour te confier cette tâche-là. C'est ça le message qu'on leur envoie. Alors, à la maison, ça serait une bonne idée aussi de les impliquer de ce côté-là. Faites confiance dans ses capacités, mais faites confiance aussi dans le processus. Donc, l'enfant qui dit « je ne suis pas capable », faites pas à sa place. Mais je peux être empathique, tu trouves ça difficile, hein? Viens me montrer ce que tu es capable de faire. Ne serait-ce que la petite partie, on va commencer avec ça. Séquencer en petits morceaux, en petits défis pour que ça soit moins lourd. L'aidez-lui à trouver des solutions puis des objectifs réalistes. OK? Donc, prenez le temps d'arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes. Si je prends le temps d'arroser, de donner de l'engrais, de donner du soleil aux mauvaises herbes, c'est elles qui vont pousser chez nous. À la place, moi, j'ai envie de dire, ben, je vais arroser toutes les belles fleurs. C'est ceux-là qui vont prendre la place. Excusez, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, rapidement, deux petites situations problématiques. On se retrouve avec des enfants présentement qui ont beaucoup d'anxiété de performance, qui se mettent, je suis désolée, j'appuie trop rapidement, trop de pression sur les épaules. Ça revient un petit peu à ce que je disais au départ. Il y a beaucoup d'enfants qui se mettent beaucoup de pression à être bons partout. Mais on leur en met eux autres aussi. À ces enfants-là, même chose des petites bouchées, mais moi, j'ai envie de dire surtout, d'abord et avant tout, apprenez-le puis aidez-les à surmonter des échecs. L'enfant qui est anxieux, généralement, ça spinne dans sa tête. Si je ne réussis pas mon examen, je ne suis pas bon, je ne réussirai pas mon année scolaire. C'est ça qui se passe. Tout d'un coup, c'est plein de scénarios catastrophiques dans sa tête. Amenez-les donc à dédramatiser. Est-ce que si jamais tu avais une moins bonne note, ça veut absolument dire que tu vas couler ton année? Impliquez-les. Réfléchissez pas à leur place, amenez-les à réfléchir. Les enfants, plutôt que de leur donner les réponses, posez-leur des questions pour qu'ils puissent prendre le temps de réfléchir. Les enfants qui sont plaignards, ceux qui « ça marche pas, je suis pas capable, c'est difficile ». Des fois, on est trop dur, puis des fois, on est trop fin. Ben non, c'est pas trop difficile. Attention, quand on dit arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes, observez lequel des enfants à qui je donne le plus d'attention? Celui qui fait ses tâches, que ce soit dans la classe ou à la maison, celui qui fait ses tâches, qui fait ses devoirs, comme on lui demande de le faire, ou celui qui se plaint tout le temps? Souvent, celui qui se plaint tout le temps mobilise des adultes, en bien ou en mal. Donc, je peux autant avoir un adulte qui est là, ça suffit. Arrête de chialer, fais ce que tu as à faire. Non, là, je suis tannée de t'entendre, là, fais ce que j'ai à faire. Fais ce que tu as à faire. Non, tu es capable. Non, si tu ne le fais pas, tu auras une conséquence à l'école. Puis à l'inverse, je peux avoir, ben non, regarde, viens, maman va t'aider. Regarde, papa, il va te donner un petit coup de main. Ben non, viens, ça ne sera pas si difficile. Bah, là, arrête. Il nourrit d'attention, cet enfant-là. Et comme je vous disais, ils n'ont pas la capacité de nuancer. Ils observent. Et ils sont d'excellents comptables. L'équation devient, quand je me plains, j'ai plein d'attention. Mon frère ne se plaint pas. Il y a un sourire ou un bravo une fois de temps en temps. Si je pouvais transformer cette attention-là que je donne en argent, à chaque fois que je dis bravo, tu as une pièce, mais à toutes les fois que je fais arrête de chialer, arrête de te plaindre, tu es capable, ça suffit, tu es tannant,
Ça aussi, il vient d'avoir 5 là. Pour lequel des 2 enfants, c'est le plus payant? Le plaignard. Pourquoi il changerait? Donc, venez nourrir l'autre côté. À toutes les fois, même si c'est juste 2 fois par jour qu'il y a une attitude qu'on veut voir prendre plus de place, c'est celle-là que vous nourrissez. Celle-là doit devenir beaucoup plus payante que l'attitude dérangeante. C'est là que je vous disais, on va monter dans la tête quand il y a l'attitude dérangeante, puis on va descendre dans le cœur quand il y a celle qu'on veut voir augmenter. Donc, habituez tous les enfants à avoir des tâches obligatoires. Oui, ça va les aider. Même petits. Ne serait-ce que juste prendre ses vêtements puis les déposer dans son sac, dans ses tiroirs. Ils veulent, quand ils sont petits, nous aider. Nourrissez-les, ça. Ça va aider plus tard. Parce que si je fais tout à sa place quand il est petit, parce que peut-être c'est plus rapide et c'est plus facile, il ne faudrait pas que je sois étonnée que rendu à 12, 13, 14 ans, ils ne veulent pas faire d'efforts. Les autres l'ont fait pour moi. Pourquoi je le ferais, là? D'amener un contexte agréable. Et là, je vais terminer avec ça. J'ai envie de vous parler d'un ancrage. Un ancrage, c'est une association émotive qu'on a. C'est entre une expérience ou une situation, ou un événement, puis une émotion que je vis. Donc, un ancrage, ça peut être positif et ça peut être négatif. L'Halloween est fini. La musique de Noël commence aujourd'hui. Si vous n'êtes pas allé dans les centres d'achat, là, c'est déjà tout là. Ce matin, je suis arrêtée au Jean Coutu pour quelque chose. Toutes les décorations de Noël sont sur les étagères. Moi, ça me rend de bonne humeur. Parce que j'ai plein de beaux souvenirs associés à Noël. Moi, j'aime ça. J'ai des amis que c'est l'inverse. Ils détestent. Notre cerveau, quand on vit une émotion forte en lien avec un événement, va créer un souvenir. Donc, sachant que le cerveau fonctionne comme ça, il y a des jeunes pour qui l'école ou les tâches reliées à l'école, c'est quelque chose de négatif. On peut le changer ou entraîner une attitude positive en associant du plaisir à faire des tâches, aux devoirs, aux leçons, à le faire dans le jeu, à, je ne sais pas moi, il se prépare pour étudier, puis je fais « Hey, as-tu envie que je te fasse un bon chocolat chaud? » Parce que peut-être que pour lui, l'odeur de chocolat chaud, c'est le fun. Si je crée un environnement agréable autour de ça, il risque d'associer faire mes devoirs ou mes leçons ou persévérer même quand c'est difficile, ben c'est pas si plate que ça. Moi, mes enfants, chez nous, je les ai habitués à quand on fait du ménage, je ne serais pas à faire du ménage, là. C'est pas la tâche que je préfère faire. Je le fais plus par sens d'obligation. Mais chez moi, ma mère, elle faisait ça quand j'étais jeune. C'est ce que je fais avec les enfants. On met de la musique. On met de la musique qui bouge. Et tout d'un coup, ça devient un peu moins plate. Alors, nos jeunes, ben, quand vous vous impliquez dans leur vie scolaire et dans leur éducation, c'est ça le message que vous leur envoyez. C'est que c'est important, on t'aime, et c'est un peu moins plate. Alors, je vous souhaite une bonne fin de colloque. Je vous remercie pour votre patience et au plaisir.